Bienvenue à Reykjavik pour la seconde partie d'Europe District. Nous poursuivons notre tournée islandaise en passant par les eaux troubles de la pêche au maquereau qui fait polémique à Bruxelles. Et puis nous vous proposerons aussi en fin de programme une très belle balade à travers le pays en compagnie d'une romancière particulièrement attachée à son environnement. Mais d'abord, rappelons que les Islandais, sans trop d'efforts, ont d'ores et déjà transposé les 2/3 de la législation de l'Union européenne, car ils appartiennent à l'espace économique européen qui stimule les échanges de marchandises, mais aussi de personnes. Ainsi, les étudiants islandais ont l'habitude de voyager pour compléter leur cursus. Se sentent-ils pour autant de vrais Européens? Des éléments de réponse avec ce reportage. Été islandais, synonyme de jours sans fin et de fêtes pour tous les étudiants. À la rentrée, beaucoup d'entre eux quitteront leur île pour l'Europe. 320 000 habitants et pendant longtemps, une seule université. Pour faire les études de son choix, pas d'autre possibilité que de partir. Aujourd'hui encore, 3 000 jeunes étudient à l'étranger, dont la moitié en Scandinavie. Pour les aider, le gouvernement a mis en place un prêt à 1%, remboursable en fonction des revenus. Nous bénéficions déjà de beaucoup de choses positives au niveau européen, comme l'Erasmus, la coopération économique, les études et les universités. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à prendre. Le choix se porte principalement sur les pays scandinaves. Des facilités administratives grâce au Conseil nordique, des langues et des cultures très proches. Refna étudie le droit européen à Stockholm. Et cette spécialisation n'est pas due au hasard. Je trouve que le droit européen est très intéressant. Et puis c'est particulièrement lié à l'Islande, puisque nous avons candidaté pour entrer dans l'Union européenne. Et pourtant, Refna reste mitigée quant à l'entrée de son pays dans l'Union. Pour l'instant, non. Je ne suis pas en faveur de l'entrée de l'Islande dans l'Union européenne. Mais nous sommes encore en train de négocier. À peine sortis de la crise, les Islandais craignent que leur petite île soit noyée dans une grande union en pleine tourmente. On se retrouve devant le Drakkar de Reykjavik, symbole de la descendance viking des Islandais. Quels sont les clichés précisément que les Européens entretiennent à leur égard en mettant ses pas dans ceux d'artistes islandais? Notre correspondante à Bruxelles, Katia Lindandabourou, a tenté de le découvrir. Installé à Bruxelles depuis plus de 7 ans, Pali est un artiste islandais polyvalent. Travailleur acharné, passionné de mythologie, il cultive l'art du détail. Souvent ironique, il s'amuse des clichés véhiculés sur son pays. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour, un Belge wallon, et il m'a dit « C'est la première fois que je parle à un Islandais. » Pourtant, il connaît beaucoup d'Américains, alors que le pays se trouve à 9 heures d'avion d'ici. À 3 heures d'avion seulement de Bruxelles, l'Islande est pourtant dépeinte ici comme un pays lointain. Bien sûr, je connaissais Björk. Je savais qu'il y avait 2 footballeurs, un père et son fils, jouant en même temps dans l'équipe nationale. Je sais aussi qu'ils vivent pour la plupart à Reykjavik, que les paysages rudes et sauvages comptent plusieurs volcans. Guzni Rosa est aussi islandaise et vit à Bruxelles depuis 1995. Mariée à un peintre belge, elle a développé son propre univers artistique. Très épuré, il effleure pour mieux la préserver l'éphémère beauté des choses. Oui, ça fait partie de mon Islande à moi, oui. Je trouve qu'il y a un côté de fascination avec l'Islande. Il n'y a pas nécessairement les clichés qui sortent comme peut-être il y a 16 ans. J'avais plus cette impression-là, plus dans les blagues. Là, je trouve qu'il y a quelque chose de mystique. Je pense qu'on a plus parlé de l'Islande ces dernières années. On a plus porté un regard sur la préservation de la nature, l'utilisation de l'énergie. Toutes ces choses, en fait, ont beaucoup fasciné, je trouve, le reste du monde et surtout l'Europe. Pays de feu et de glace, l'Islande fascine, certes, mais reste un mystère pour beaucoup d'Européens. Après ce reportage sur la façon dont les Islandais voient l'Union européenne et réciproquement, nous avons le plaisir d'être au ministère des Affaires étrangères en compagnie du ministre Össur Skarphédinson. Bonjour. Alors pourquoi pensez-vous que votre pays doit rejoindre l'Union européenne ?
Tout d'abord, nous sommes Européens, c'est notre famille. Ensuite, malgré toutes les mauvaises nouvelles sur l'euro, les Islandais estiment qu'ils ne pourront pas continuer à l'avenir avec la couronne islandaise. Ils ont besoin d'une nouvelle monnaie stable. Et l'euro redeviendra stable. Ensuite, nous avons besoin d'investissements étrangers. Et l'expérience montre que lorsque des petits pays entrent dans l'Union européenne, ils bénéficient d'investissements provenant surtout des autres États membres. Vous avez la conviction que la crise aurait été moins rude pour vous si vous aviez été dans la zone euro ? Bien sûr. Avec l'euro, nous n'aurions pas connu tous ces malheurs à l'époque. Quand les prêts contractés par les Islandais en devises étrangères ont vu leur montant doubler du jour au lendemain. Nous avons vu dans la première partie du programme votre président Grimson douter que vous puissiez convaincre vos concitoyens islandais d'entrer dans l'Union européenne. Qu'allez-vous leur dire ? Vous savez, il y a quelques années, une grande majorité d'Islandais étaient pour l'adhésion. En ce moment, les seules nouvelles qui nous parviennent de l'Union européenne sont plutôt mauvaises. Le chômage, l'absence de croissance et bien sûr les turbulences de la zone euro. Mais je crois que tout cela va changer. Quand je parle avec mon ami le président, je lui dis « Regardez la réalité. Plus de la moitié des Islandais souhaitent une nouvelle monnaie. Quelle devise devrions-nous adopter s'il fallait choisir entre l'euro et le dollar canadien ? Le choix me semble évident. Et puis, une grande majorité d'Islandais désirent poursuivre les négociations avec Bruxelles, car ils veulent conserver cette option pour l'avenir. Donc, au final, je crois que je pourrais même bien réussir à convaincre le président. Les principaux opposants à l'entrée dans l'Union européenne, ce sont les pêcheurs. Pourquoi et que voulez-vous leur dire ? En réalité, ce ne sont pas tant les pêcheurs. Le plus gros lobby en Islande, ce sont les armateurs. Ils veulent conserver leur monopole en Islande, sans compétition aucune. C'est compréhensible. Ce qu'ils redoutent en cas d'adhésion, c'est de voir débarquer une armada de navires espagnols et portugais qui viendraient voler notre poisson. C'est l'une des légendes qui circulent ici, et on ne pourra la démystifier qu'en s'asseyant à la table des négociations. Sur Skarphédinsson, merci de cet entretien. Activité traditionnelle, la pêche représente 40% des exportations de l'Islande et c'est aussi la principale pomme de discorde avec l'Union européenne. Non seulement parce que Bruxelles interdit strictement la chasse à la baleine, toujours pratiquée par les Islandais, mais aussi parce que la politique commune de pêche prévoit des quotas indépassables. Or, à la faveur de la crise économique, les Islandais ont augmenté la voilure de leurs prélèvements, en particulier de maquereaux qui circulent désormais dans leurs eaux. Notre reporter Julie Dungeloff est allée à la pêche aux infos. Pas besoin d'aller bien loin pour pêcher le maquereau. À quelques nœuds des côtes, Aldor descend ses hameçons. Et une dizaine de minutes plus tard, le poisson mort. Et c'est bien là le nœud du problème. Depuis 2 ans, le réchauffement climatique a poussé le maquereau vers les eaux islandaises, en privant les pêcheurs européens. C'est une espèce qui vient d'arriver dans les eaux islandaises. Alors, bien sûr, ils font la tête. Mais le maquereau est dans nos zones de pêche. Et notre métier, c'est de pêcher. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de pêcher dans nos eaux ? L'Irlande, la France, mais aussi l'Espagne et le Portugal mènent la fronde dans cette désormais célèbre guerre du maquereau. L'argument ? Le non-respect des quotas nécessaires à la survie de l'espèce. Aldor, comme la majorité des pêcheurs islandais, s'en défend. On ne surpêche pas. On met plus ou moins 500 à 600 kilos dans chaque bac. Il y en a 11 à bord. Je ne pêche donc que 3 à 4 tonnes de poissons par jour. Retour à Reykjavik. Au ministère de la Pêche, on ne se sent pas tenu par la législation européenne en la matière. Nous avons notre propre label appelé une pêche islandaise responsable. Et nous avons montré à travers l'histoire que nous gérions bien nos stocks. Nous sommes une nation de pêcheurs, donc nous sommes très dépendants de la pêche et nous connaissons l'importance d'agir correctement. Et je pense que c'est connu que le système islandais est de loin plus efficace que par exemple le modèle européen. Et les négociations sont d'autant plus complexes qu'au niveau européen, la politique de pêche est en pleine refonte.
Le problème se situe aussi de notre côté. L'Union européenne est toujours en train de travailler à la nouvelle génération de politique de pêche. Et bien sûr, nous ne savons pas encore quelle en sera l'issue. Donc, nous négocions à partir des bases juridiques anciennes. Le dossier pêche reste l'obstacle principal du succès des négociations d'adhésion de l'Islande. Le chapitre est tellement épineux qu'il n'a pas encore été ouvert. Et pour notre balade culturelle, nous avons rendez-vous avec Odni R, philosophe, auteur, qui a créé avec sa grande amie, la chanteuse Björk, le mouvement Natura pour défendre la nature islandaise. Bonjour Odni. Bonjour. Rendez-vous sur votre plage préférée, celle de Grotta. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le phare de Grotta. S'il y a le marée bas, on peut y aller, on peut toucher le phare, ça porte bonheur un peu. Ça nous rappelle tous les dangers de la mer. Mes amis, ils font ça toutes les semaines. Ils se baignent même pendant l'hiver. Vous venez jamais tout à fait seul, hein. Là, en l'occurrence, un compagnon, Kolur. Kolur, oui. Il aime bien courir. Bon, malheureusement, il aime bien aussi les oiseaux un peu, mais moi, je le tiens bien. Sur cette plage, c'est vrai qu'il y a plein d'oiseaux, notamment des espèces protégées. Oui, il y a le terne arctique, le petit oiseau blanc avec la tête noire. Elle est venue directement de l'Arctique du Sud. Ici, Odni, vous nous avez emmenés dans le village de vos rêves avec plein de petites maisonnettes colorées. On est à Eyrarbakki. C'est un petit village sud de l'Islande, peut-être 40 minutes en voiture de Reykjavik. C'est un village qui était avant vraiment le centre de commerce, centre de tout. Et maintenant, c'est un peu centre de rien, mais il y a beaucoup de monde qui vient ici pour écrire, pour trouver la paix. Il y a pas mal d'artistes qui vivent ici. Il y a l'association d'écrivains en Islande qui a une maison ici. Et on peut la louer pour presque rien. Et on entend toujours la mer. C'est comme une zone très sombre. Et c'est bien pour la concentration. Odni, vous nous avez amenés à la cascade de Gullfoss. Cette chute d'eau spectaculaire, elle a été sauvegardée, préservée par une action tout aussi spectaculaire, la menace du suicide d'une certaine Sigridur. Elle était la fille d'un fermier ici, elle est née près d'ici, et elle aimait beaucoup le cascade. Et tout d'un coup, il y avait une entreprise étrangère qui demandait le droit de faire une barrage hydraulique, donc détruire le cascade. Et le gouvernement était d'accord, mais Sigridur, elle est venue en marchant jusqu'à Reykjavik et elle a dit si vous faites ça, moi je veux sauter dans les cascades. Et maintenant, on se rappelle de cette femme-là et ce courage-là, parce que c'est comme si elle était le premier environnementaliste. Une histoire un peu similaire, vous êtes arrivé à Odni en compagnie de votre amie la chanteuse Björk. Vous êtes mobilisée il y a quelques années contre le rachat par le groupe canadien Magma d'une usine géothermique. On était dans une situation un peu dangereuse après la crise, qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui veulent venir ici pour s'en servir d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on a une garantie que cette entreprise Magma va respecter la nature finalement? On a organisé comme une ensemble, tout le monde venait ensemble, chanter, signer, et c'était très joyeux. 50 000 personnes qui ont signé la pétition, et comme ça on avait vraiment cet espoir que le gouvernement nous écoutait. Maintenant, ils vont refaire les lois, ils vont regarder toutes les lois à propos de l'environnement et tout ça. Mais pour le Magma, c'était un peu foutu, oui. Mais bon. Odni, vous nous avez emmenés à travers la lande jusqu'à cette maison d'Aldor Laxness.
le prix Nobel de littérature de 1955. Oui, les gens étaient très fiers et quand il est venu en bateau de l'étranger ou de la Suède, tout le monde était là applaudissant. Comme ça, il est devenu un héros. Avec sa femme, c'était vraiment ouvert comme maison. Tout le monde était invité. Beaucoup des étrangers, des scientifiques, des artistes qui sont venus ici. Il y avait comme un salon littéraire avec les musiciens qui jouaient le piano, avec des débats politiques très vivants. C'était un modèle pour vous, au sens où c'était un écrivain environnementaliste. Il a pris la plume en 1970 pour défendre la nature. Il avait prévu d'inonder une grande partie d'Islande pour faire de l'électricité, pour vendre aux usines d'aluminium. Et lui, il n'était pas le seul. Il y avait aussi les étrangers qui sont venus ici. Ils ont dit c'est n'importe quoi, simplement pour la nature et pour l'avenir. Odni, on est de retour à Reykjavik et dans cette île de 320 000 habitants, il y a tout de même une sacrée proportion d'artistes, en particulier de musiciens. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je sais pas, je l'explique peut-être par le fait qu'il y a Björk, la chanteuse, elle a tracé la route. Il y a une tradition chez nous, quand on rassemble les moutons en automne, on finit toujours par chanter. Et on est beaucoup mieux à ça qu'à discuter comme en politique, par exemple. Et comme les Français. Mais nous, on va finir aussi en chantant avec un groupe que vous vouliez nous présenter. Oui, c'est une partie de deux membres du groupe Hjaltalín. Sigridur et Gumi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous chanter? Une chanson disco qui s'appelle Dans la ville de Reykjavik. Merci à vous, Odni, d'avoir été notre guide à travers votre Islande. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre pour un nouvel Europe District. À très bientôt à tous.